Bonjour. Au cours de cette présentation, on va traiter le sujet de la transfusion sanguine. Comme introduction, la transfusion sanguine, c'est l'introduction dans le système circulatoire d'un patient appelé receveur d'une quantité de sang ou de l'un de ses dérivés provenant d'un autre sujet appelé donneur. L'objectif principal de la transfusion est le rétablissement de la masse sanguine, en cas d'anémie grave, notamment lors des hémorragies. La transfusion vise également l'apport de facteurs de coagulation en cas de trouble d'hémostase et principalement en cas de thrombopénie, c'est-à-dire un déficit en plaquettes. On distingue trois types de produits sanguins labiles. D'abord les concentrés de globules rouges, les concentrés plaquettaires et le plasma frais congelé. Qu'est-ce qu'un groupe sanguin? Le groupe sanguin se répartit en systèmes constitués d'un ensemble d'antigènes allotypiques de la membrane de globules rouges. Ils sont génétiquement induits. Il existe plusieurs systèmes de groupes sanguins, dont le plus important est le système ABO. Le système ABO présente deux caractéristiques importantes. La première caractéristique, c'est la présence ou l'absence d'antigène A et ou de l'antigène B à la surface du globule rouge. La deuxième caractéristique, c'est la présence ou l'absence d'anticorps naturels anti-A et ou d'anticorps naturels anti-B dans le plasma. Ainsi, on distingue quatre groupes sanguins A, B, AB et O. Le groupe A possède l'antigène A et l'anticorps anti-B. Le groupe B possède l'antigène B et l'anticorps anti-A. Le groupe AB possède les deux antigènes A et B et ne possède aucun anticorps. Le groupe O ne possède aucun antigène et possède l'anticorps anti-A et anti-B. La règle est que chaque groupe développe des anticorps contre l'antigène qui ne possède pas. La règle primordiale en cas de transfusion sanguine est la compatibilité entre le sang du donneur et le sang du receveur. C'est-à-dire, on transfuse lorsque les groupes sanguins du donneur et le groupe sanguin du receveur sont compatibles, isogroupe, isorhésus. Le groupe O est considéré comme donneur universel, tandis que le groupe AB est considéré comme un receveur universel. Un autre élément important à prendre en considération lors de la transfusion est le facteur rhésus, c'est-à-dire la présence ou l'absence de l'antigène D sur la membrane du globule rouge. Si un sujet possède des antigènes D, il est dit rhésus positif. Sinon, il est dit rhésus négatif. Par conséquent, si un patient est rhésus positif, on peut lui transfuser du sang RH positif ou négatif. Alors que si un patient est rhésus négatif, il est fortement conseillé de lui transfuser un rhésus négatif. Si ce n'est pas possible, parfois par manque de sang compatible, on peut lui transfuser du rhésus positif, mais dans ce cas, on l'immunise contre l'antigène D. Sinon, il va fabriquer des anticorps anti-D, ce qui va créer un haut risque d'hémolyse lors de la deuxième transfusion rhésus positif. Le tableau suivant, ou bien le tableau que vous voyez, montre clairement les règles de compatibilité en tenant compte du système ABO et du facteur rhésus. Pour le plasma, les règles de compatibilité diffèrent. Ainsi, le groupe AB devient un donneur universel et le groupe O devient un receveur universel. Toute transfusion passe par les 6 étapes suivantes. D'abord, la prescription. Ensuite, la demande et le transport des produits sanguins labiles. Troisièmement, la réception des produits sanguins labiles dans l'unité de soins. La quatrième étape, c'est la conservation. La cinquième, la pause de transfusion. Et la dernière étape, c'est l'étape de surveillance. Chacune de ces étapes contient un certain nombre de règles à respecter. La prescription de la transfusion repose sur une indication justifiée, en moyen d'une NFS plaquette, qui met en évidence la plupart du temps une anémie. Parfois, la prescription peut se faire le matin d'une intervention chirurgicale hautement hémorragique.
Le patient doit être informé et on doit obtenir son consentement pour démarrer une transfusion. Il faut également réaliser un bilan pré-transfusionnel sur prescription médicale. Ce bilan comporte principalement deux déterminations obligatoires de groupage. Parfois, la recherche des agglutinines irréguliers, ce qu'on appelle RAI, peut être également prescrite pour prévenir les accidents transfusionnels. La demande des produits sanguins labiles se fait au moyen d'un carnet de demande standard livré par le Centre régional de la transfusion sanguine et qui comporte le code de l'établissement demandeur. La demande doit être signée et cachetée par le médecin prescripteur. La demande doit comporter obligatoirement les éléments suivants. Deux déterminations de groupe sanguin du patient. En cas de manque, il faut envoyer deux prélèvements pour groupage. Le dernier résultat de la NFS plaquette, éventuellement les résultats d'une recherche des agglutinines irréguliers, ce qu'on appelle RAI ou RAI. Le transport des produits sanguins labiles doit être le plus rapide possible dans une caisse isotherme contenant des accumulateurs de froid. Une fois au niveau de l'unité de soins, il faut vérifier le respect des conditions de transport. Il faut également vérifier la concordance entre la prescription et la livraison. Ainsi, il faut également vérifier la conformité du produit, c'est-à-dire son aspect, l'intégrité des poches, la date de péremption, etc. Il faut également vérifier la délivrance des fiches de contrôle pré-transfusionnelles en fonction du nombre de pochettes. Normalement, le Centre régional de la transfusion livre pour chaque pochette une fiche de contrôle pré-transfusionnel. Et également, il faut vérifier la présence des fiches transfusionnelles nominatives du patient. En principe, les produits sanguins labiles doivent être administrés immédiatement dès leur réception dans l'unité de soins, surtout les plaquettes. Néanmoins, on peut se permettre de conserver les culoglobulaires ou les concentrés du globule rouge et le plasma frais congelé à une température entre 2 degrés et 8 degrés Celsius, mais dans un délai qui ne dépasse pas les 6 heures. Passé ce délai de 6 heures, les poches non transfusées deviennent des déchets d'activité de soins. Concernant le rôle infirmier en cours et après la transfusion, je vous réfère au chapitre procédure de soins ou fiche technique. Vous allez trouver les principes et les étapes à suivre pour réaliser les soins. Cependant, voici un certain nombre de principes à respecter vis-à-vis du patient avant la transfusion. D'abord, il faut vérifier la prescription et s'assurer qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. Deuxièmement, il faut vérifier l'identité du receveur, ce qu'on appelle l'identitovigilance. Il faut être vigilant à l'identité du receveur. Est-ce qu'il s'agit bien du patient auquel on doit transfuser? Il faut vérifier deux déterminations de groupes sanguins par deux prélèvements séparés et réalisés par deux préleveurs différents de préférence. Il ne faut jamais accepter un groupage par téléphone. Il faut toujours transfuser en présence d'une carte de groupage. D'abord, de vérifier le numéro de flacon ou de pochette, de vérifier la date de péremption, de vérifier le groupage du flacon et sa compatibilité avec le groupage du patient, vérifier l'aspect du flacon, les conditions du transport du produit, mais ce qui est très important également, c'est de faire le test ultime pré-transfusionnel avant de poser la poche du sang. Le contrôle ultime de compatibilité pré-transfusionnelle, c'est un test qui vise la recherche d'une incompatibilité ABO entre le sang du patient et le sang de la pochette du sang à transfuser. Pour plus de sécurité, pour s'assurer bien de la compatibilité. C'est un test obligatoire avant toute transfusion pour chaque culoglobulaire selon les dispositions de la loi marocaine. Il doit être réalisé au lit du patient par la personne qui transfuse juste avant la transfusion. Pendant la transfusion, il ne faut pas transfuser en l'absence d'un médecin. Il faut rester auprès du patient pendant les 10 premières minutes pour dépister à temps un éventuel incident. On commence par un débit de démarrage très lent,
20 gouttes par minute pendant les 10 premières minutes pour dépister à temps un éventuel incident. Il faut continuer la surveillance de l'état clinique du patient et des constantes, surtout la tension artérielle et la température, à la 5e minute, la 15e minute et puis toutes les 30 minutes. Il faut surveiller principalement et étroitement les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant d'une insuffisance cardiaque vu le risque de surcharge. Il ne faut jamais administrer des solutés ou médicaments en dérivation et ou en intratubulaire au même moment que la transfusion. En cas d'apparition de l'un de ces signes, l'hyperthermie, une hypotension artérielle, des frissons, des douleurs abdominales, des douleurs lombaires, des réactions cutanées, il faut immédiatement arrêter la transfusion et alerter le médecin. Après la transfusion, il faut continuer la surveillance des paramètres cliniques et des constantes physiologiques. Il faut également surveiller la diurèse et l'aspect des urines. Sur prescription médicale, il faut vérifier le bénéfice de la transfusion, c'est-à-dire au moyen d'un examen biologique, l'ANFS, on contrôle le degré de l'hémoglobine et est-ce que la transfusion était efficace, oui ou non. Donc, comme on vient de voir, il existe un certain nombre de règles et de principes à respecter pendant toutes les étapes de la transfusion, allant de la prescription jusqu'à l'étape post-transfusion ou après la transfusion. Tout cela pour prévenir des risques ou bien pour dépister à temps des incidents et des accidents graves liés à la transfusion. Toutes ces mesures entrent dans ce qu'on appelle l'hémovigilance. Ceci, comme je viens de dire, pour dépister ou bien pour prévenir les risques liés ou bien les accidents de la transfusion. On parle généralement de 4 grands risques liés à la transfusion. Donc les accidents hémolytiques par incompatibilité entre le sang du patient et le sang à transfuser, des accidents endotoxiniques liés à l'infection ou bien à la transfusion d'un sang infecté, des accidents de surcharge circulatoire, notamment un œdème aigu de poumon, et des accidents allergiques. Les accidents hémolytiques se manifestent par un état de choc, c'est-à-dire une hypotension artérielle, une tachycardie, parfois des sueurs, des douleurs lombaires et des urines rouges, c'est-à-dire l'hématurie. En cas de présence de ces signes, il faut immédiatement arrêter la transfusion, il faut appeler le médecin d'urgence, il faut traiter l'état de choc, vérifier le groupe sanguin du patient et de sang transfusé et il faut garder la poche de sang pour une éventuelle enquête. Les accidents endotoxiniques se manifestent par un état de choc, des douleurs abdominales et une fièvre à 40. C'est un état de septicémie qui nécessite immédiatement l'arrêt de la transfusion, d'appeler immédiatement en urgence le médecin traitant, de traiter l'état de choc. Une éventuelle antibiothérapie peut être prescrite ainsi qu'un hémoculture. Il faut vérifier le groupe sanguin du receveur et du sang transfusé et il faut également garder la poche de sang pour une éventuelle enquête bactériologique. Les accidents de surcharge circulatoire, notamment un œdème aigu de poumon, sont des accidents redoutés principalement chez les personnes âgées, chez les enfants, chez les insuffisants cardiaques et chez les insuffisants rénales. Ils se manifestent souvent par des secousses de toux prolongées, par du cyanose et par des expectorations. En cas d'apparition de ces signes, il faut immédiatement arrêter la transfusion, appeler d'urgence le médecin et, sur prescription médicale, effectuer un sondage urinaire et l'injection d'un diurétique pour vider les surcharges. Les accidents allergiques se manifestent soit par des réactions cutanées comme un urticaire, soit, ce qui est très grave, par l'œdème de Quincke ou une crise d'asthme. En cas d'apparition de ces signes, il faut immédiatement arrêter la transfusion, appeler le médecin du service et sur prescription médicale injecter un antihistaminique. Comme conclusion, la transfusion sanguine est un acte médical qui peut être délégué à l'infirmier. Donc c'est un acte à prendre avec beaucoup de précautions car la responsabilité de l'infirmier est engagée.